les hommes qui ont marqué l'ancien temps, certains semblent incontournables. C'est le cas d'Alexandre le Grand qui fut probablement le plus grand conquérant de cette époque. Son impact était tel que pour certains il était un dieu. Nous allons voir ici comment le monarque macédonien a bâti l'un des plus grands empires au monde. Olympia, la mère du jeune Alexandre, prétendait que son fils était le fils de Zeus lui-même car pendant l'accouchement le tonnerre grondait et elle sentit sa présence. À ses moyens tout ça aujourd'hui, si une mère dit à son enfant qu'il est demi-dieu, je pense que son enfant s'interrogerait sur la santé mentale de sa génitrice, mais ici c'est différent car dans l'ancien temps la croyance aux dieux était monnaie courante surtout en Grèce alors. Poursuivons. L'histoire évoque Philippe II, souverain de Macédoine, grand supporter du progrès, étant plus connu pour être le père d'Alexandre le Grand, l'un des plus grands généraux de l'histoire. Sous le règne de Philippe, la Macédoine est devenue une puissance militaire redoutable et a étendu son influence sur de nombreux territoires, préparant ainsi le terrain pour les conquêtes d'Alexandre. Bien qu'étant son second fils, le trône lui était préparé. Philippe s'assura que le jeune prince haïsse toutes les qualités qu'on pourrait attendre d'un roi. Alexandre fut très tôt initié au combat, il fut aussi l'élève de l'illustre philosophe Aristote qui lui enseigna l'histoire, la philosophie, la science naturelle et la littérature. Le jeune homme était très fasciné par l'histoire d'Achille et le prenait beaucoup en exemple. Le jeune Alexandre voulait toujours apprendre, en bref une vraie éponge. À la fin des 3 ans de formation avec Aristote, le jeune Alexandre impressionne par ses qualités de fin tacticien mais pas que. Le jeune homme sait faire preuve de sagesse quand il le faut. Son père lui confie fréquemment la protection du royaume quand il est absent. La cause de ses absences répétées est très souvent Athènes qui semble toujours résister à l'influence de Philippe II. La démocratie était déjà bien installée dans la cité grecque, ce qui explique leur attitude vis-à-vis du monarque macédonien. Bah oui, c'est logique, la Grèce finira par déclarer la guerre à Philippe II. Ce fut l'opportunité pour Alexandre et ses compagnons de prouver leur valeur sur le champ de bataille. Parmi ses compagnons nous avons Héphaestion, Clitus le Noir, Ptolémée, Lysimaque, Séleucus et Cassandre. Retenez bien ces noms pour comprendre les vidéos suivantes. Cette bataille fut la première grande confrontation pour le jeune prince et cette dernière revêt un caractère particulier car elle déterminera la supériorité de la Macédoine sur la Grèce. On a tous eu cet ami qu'on considère assez barbare et peu civilisé et un autre qui est tout l'opposé, mais durant la bagarre le barbare sort vainqueur et imaginez comment le gars civilisé se sent. C'est exactement comme ça que la Grèce s'est sentie, souillée. Après la victoire, le royaume de Philippe II devient une grande puissance et roi prit les commandes de l'armée grecque. Cette victoire a lancé la carrière militaire d'Alexandre, grand artisan de ce succès. Toutefois le roi Philippe demeurait toujours inquiet car il ne voyait pas d'un bon œil l'expansion de l'empire perse. Cet empire perse détenait la plus grande armée au monde. À côté de cela, la relation entre Alexandre et son père le roi Philippe devint compliquée car la succession de ce dernier était sujet à débattre. Le roi venait de prendre une autre épouse macédonienne dans le but d'avoir un héritier pur sang, oh la grosse douille. Cette perspective était perçue comme un affront pour Alexandre à qui le trône a toujours été promis. Le jeune prince et sa mère s'exilèrent en Épire. Des mois passèrent sans qu'Alexandre et son père n'eût une discussion. Mais Alexandre était important, surtout avec une campagne militaire à l'horizon. Il finira tout de même par retourner en Macédoine, il ne pouvait pas tourner le dos à son père. C'est lors du mariage de sa fille que Philippe fut victime d'un attentat, le roi succomba à ses blessures. Par conséquent le jeune Alexandre devint le nouveau roi de Macédoine et commandant de l'armée de Grèce. Ce changement provoque une instabilité car les Athéniens et d'autres peuples décident de se rebeller. Mais le nouveau roi est bien déterminé à asseoir son autorité. Il décida de raser Thèbes pour faire un exemple et pour dissuader les autres cités et la méthode se révèle être très efficace. En 334 le roi Alexandre se sent prêt à affronter les puissants Perses. Bien que supérieurs en nombre, les Perses durent s'incliner à granit devant l'offensive menée par un Alexandre très déterminé. Le roi des Perses Darius III réalisa qu'il a sous-estimé le jeune monarque. La réplique perse s'annonçait violente. Pendant ce temps Alexandre fut occupé à récupérer d'anciennes cités grecques. Alexandre utilisait la violence en second recours car il essayait d'abord de convaincre ses vis-à-vis en leur promettant un système de gouvernance semblable à celui d'Athènes. En 333 avant Jésus-Christ, le roi Darius amasse ses troupes afin de répondre aux offensives d'Alexandre. Face à la rapidité et l'agilité tactique des Macédoniens, le roi Darius n'eut d'autre choix que prendre la fuite pour se réfugier à Babylone, laissant derrière lui sa mère et son époux qui furent capturés par Alexandre. Alexandre entreprit de soumettre toutes les cités perses du bord de la Méditerranée, parmi lesquelles Tyr et Sidone. C'est poussé par sa curiosité qu'il prit la route d'Égypte. À son arrivée, il fut accueilli comme un dieu, il était très apprécié du peuple. Le monarque y fit d'ailleurs construire plusieurs villes dont Alexandrie, et là je ne fais pas référence à la chanson de Claude François qui deviendra l'une des villes les plus importantes du bassin méditerranéen, la ville bien sûr pas la chanson. Alexandre était un véritable visionnaire. Bien qu'ayant reçu une offre de paix du roi Darius, Alexandre décide tout de même en 331 avant Jésus-Christ de traverser l'Euphrate. Ses intentions sont claires, il veut finir le travail.
Comme pendant la première confrontation le Perse ont la supériorité numérique, cette fois le roi perse ne veut rien laisser au hasard, il place ses hommes à Gogamlez, actuel Irak de sorte à avoir l'avantage du terrain. Les textes disent que Darius disposait d'une armée de plus de 100 000 hommes contre 40 000 du côté d'Alexandre. Au vu de ce grand déséquilibre d'effectifs du souverain macédonien dû faire un coup stratégique pour espérer l'emporter, faut reconnaître ici le courage et la force tactique d'Alexandre, c'est clairement le gars à appeler dans une bagarre, il est trop chaud, bon bref. Voyant une nouvelle victoire d'Alexandre se former, Darius prit une nouvelle fois la fuite en pleine bataille, scellant ainsi la victoire d'Alexandre sur son empire. C'est donc en vainqueur qu'Alexandre entra à Babylone. Mais Darius respire encore et ça le souverain macédonien ne le supporte pas. Il fit brûler Persépolis et poursuivit Darius, mais ce dernier fut assassiné par ses propres hommes. Des voix commencèrent à se lever contre Alexandre concernant sa gestion. Ces voix venaient de ses propres hommes, notamment Philota, son ami d'enfance qui fut exécuté par Alexandre, et il ne s'est pas arrêté là, il va aussi tuer le père de son compagnon. Le message est clair, on ne tient pas tête au roi. Quelque temps après, le jeune homme fit la connaissance d'une princesse perse, Roxane, qui deviendra par la suite son épouse. Alexandre était considéré comme un roi par les Perses, ce qui agaçait ceux avec qui il fait ses premières classes militaires. Pitus fut les frais de l'orgueil d'Alexandre qui prit sa vie car son vieil ami ne voulait pas lui faire de révérence, là c'était le grand bordel, personne ne reconnaissait Alexandre, il avait trop changé et lui-même commença à le constater. Cet acte renforça l'inquiétude chez les hommes du jeune roi, lui pour qui ils ont laissé leur patrie sans hésitation. Alexandre voulait dominer le monde et prouver que le monde est plus grand que ce qu'on peut penser. C'est animé par ce désir qu'il marcha vers l'Orient où lui et cet homme livrèrent un combat d'anthologie contre le roi indien Porava. Oui, je sais, c'est bizarre mais c'est bien le nom de quelqu'un. Bon, continuons. Après cela, ce fut le temps de rentrer en Macédoine, mais le chemin de retour fut difficile. Beaucoup d'hommes périrent sur le chemin de retour. Parmi ces hommes nous comptons également Héphaestion, le grand ami d'Alexandre. Quelques mois plus tard, ce fut le tour du grand roi, victime d'une courte maladie. Il laissa à ses compagnons la charge de son immense empire.